On reste sous le signe du dragon, mais je vais remonter quelque peu au nord de la Chine, quoique, en vous parlant aujourd'hui, ce qui est une première pour moi depuis que je podcast sur YouTube, d'un film russe plaisamment titré en français The Dragon Inside Me. On se demande bien pourquoi ils n'ont pas assumé la trad du dragon en moi, et pourtant c'est bien nommé. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Alors si vous êtes fanat de paysages déprimants sous la neige, d'une ambiance slave, vous allez vous y retrouver sans problème, mais je vais avoir en fait tellement d'autres références à vous donner et de raisons de jeter un œil à ce film que les habitués de la chaîne s'y sentiront à leur aise, je vous promets. Avant même de vous décortiquer tout ça et monter la sauce, je vais vous balancer illico, tel des spaghettis sur le mur de la cuisine, tout ce qui fait le charme pour moi de ce drama. Belle et la Bête, Relo, symbolisme des couleurs, des éléments et des rituels, Yin-Yang, récit initiatique, Hadès et Perséphone, le Minotaure, Princess Bride, Dracula, King Kong, Mille et une nuits, le Seigneur des Anneaux, le Lagon Bleu, Rédemption et Game of Thrones. N'en jetez plus. On est dans un univers assumé et comme c'est plaisant du conte de fées, comme j'ai l'impression de me répéter, mais tant pis, on n'en fait malheureusement plus aujourd'hui et du coup j'ai envie de dire que si vous n'acceptez pas de base ce postulat parce que vous râlez sur la niaiserie d'une histoire d'amour ou d'un happy end et que pour vous il faut du choc, de la subversion, du twist, du girl boss et une fin tragico-cynique. En effet, passez votre chemin, ce film ne vous plaira pas et n'est pas pour vous. D'ailleurs, j'en ai vu des critiques sur le simplet de cette histoire et je dis, oh la minute papillon, c'est peut-être simple, mais c'est efficace, avec beaucoup plus de choses à dire que tous les trucs alambiqués que les studios américains nous pondent depuis un moment, parce que ça a la densité et la complexité de tous les contes de fées en fait. Et si vous pelez l'oignon, ça ne va pas vous piquer les yeux, mais vous allez découvrir plein de choses intéressantes. Donc si vous êtes nostalgique du merveilleux et de la fantaisie des années 80, si vous avez besoin de jolies images et d'une morale réconfortante, alors lovez-vous bien au chaud de ce film doudou et régressif qui pansera les plaies béantes qu'ont pu vous laisser l'ascension de Skywalker ou tout autre film ou série basé sur une dynamique yin-yang ou Belle et la Bête, en admettant que vous n'ayez pas comme moi fait le saut dans le drama asiatique. Je dirais que pour ceux et celles-là d'ailleurs qui auraient peut-être adopté les romans Le Prince Cruel, Palais d'épines et de brume ou Shadow and Bone, ce film est un bon film de transition en direction du marché asiatique. Pourquoi ? Ben déjà, en passant vers l'Est, ça vous rapproche petit à petit en douceur vers la Chine et la Corée et autre chose, et pour les maniaques de la production occidentale, cela leur permet donc de garder un type de récit ou de perso assez familier. Mais sachez surtout que, alors que ce film, ambitieux pour la Russie avec un budget de 18 millions de dollars, a floppé massivement dans son pays d'origine, 1,7 million de recettes, ça fait quand même un sacré manque à gagner, il a sans surprise pour moi fait un véritable carton en Chine lors de sa sortie et finit par atteindre un certain statut de film culte qu'on se refile en bouche à oreille, faisant de ce film le plus gros succès russe à l'international à ce jour. Que je vous remette le tout dans son contexte avant de vous faire le pitch. On est sur un film sorti en 2015 sous le titre original de On Drakon, je ne parle pas russe, soit lui le dragon, ce qui est mieux transcrit en anglais, bien qu'avec un changement de point de vue, par I Am Dragon. Tandis que les Allemands, alors sont carrément partis à l'ouest, comme ils savent malheureusement si bien le faire, sur L'amour est un conte effrayant. Aussi bizarre soit-il, car en anglais, j'ai pourtant beaucoup d'affection pour le titre français, The Dragon Inside Me. Vous sentez bien le double sens là-dedans, vaguement, même pas vaguement d'ailleurs, olé olé, et rassurez-vous, on n'aura pas arnaque sur la marchandise. Même si je précise d'entrée de jeu que vous pouvez sans problème regarder ce film en famille, puisqu'il est regardable à partir de 6 ans, selon évidemment le degré d'impressionnabilité de vos bambins et leur capacité ou la vôtre à avoir des fesses de garçon ou du torse-poil. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais il y aura beaucoup de torse-poil. Et là aussi, facilité de transition, j'ai envie de dire, vers l'univers du drama, parce que l'acteur, un mannequin dont c'était la première apparition au ciné, est quand même plus proche des ballerines de nos dramas chinois que du frigo américain Adam Driver. Alors bien que j'aurais rêvé d'un scénario où le perso serait joué par Adam Driver, ça enverrait du pâté. Je le dis parce que ça me permet d'entrée de jeu de retenir l'attention de mes amis de Star Wars, qui avaient sûrement dressé l'oreille en m'entendant mentionner Relo. Oui, vous pouvez rester de confiance, vous serez à votre aise, en témoigne le fanart
crossover. Ce film, donc réalisé par Indar Jentubayov et filmé entre Moscou et la mer Noire, s'appuie assez librement sur un roman du couple star de la fantasy slave, les Dyachenko, dont le mari a participé au scénario et qui était paru en 1996 sous le titre Le Rituel. Je n'ai pas pu me procurer le bouquin vu l'absence de traduction française ou anglaise, mais sachez qu'il existe une version en espagnol. Si je suis capable de me débrouiller un chouïa à la lecture, je n'ai pas étudié cette langue, donc je n'ai pas pu me pencher sur le livre. De ce que j'ai compris en fouillant par-ci par-là, même si le film reprend l'intrigue générale du roman, on a supprimé l'histoire des trois princesses, le triangle amoureux a été remodelé et on a escamoté certains éléments magiques, bien pourtant dans une continuité belle et bête, comme le miroir qui permet de voir sur le monde extérieur en mode live stream. Même si la notion d'union sacrée, rituelle, donc l'histoire d'amour de base et sa spécificité et le nom du perso principal sont maintenus depuis le roman, la fin d'origine était plus ouverte et je pense surtout que lors du passage au grand écran, de nombreuses autres références sont venues se greffer là-dessus de manière assez organique d'ailleurs et bien dosée. Et oui, parce qu'en 2015, au niveau de la fantasy, il y avait 2 cartons dragons majeurs. Désolation de Smaug sorti en 2013 et les débuts sur HBO de la série Game of Thrones en 2011. Et clairement, vous verrez que le visuel de dragon a été impacté par ses œuvres. Je place que la CGI n'a pas à rougir et est même souvent plus propre que sur de récents dramas chinois. Et puis, pas une référence directe, mais un hasard intéressant, ce film et la postlogie sont presque des romances ou des histoires compagnonnes, car le Réveil de la Force est sorti une dizaine de jours après le film Dragon. Marrant, non? Alors le pitch, c'est simple, c'est La Belle et la Bête, mais avec un dragon. Du coup, on va rentrer direct dans le vif du sujet, parce que sur un film tout simple, minimaliste même on pourrait dire, il y a pourtant du gros matos à discuter. On ouvre de l'autre côté du mur, je plaisante ou pas, dans un village enneigé, un jour de rituel consistant à livrer 3 jeunes filles, pour pas dire des vierges, à un dragon dont une est élue et emportée par la bête. Ambiance Blanche-Neige puisqu'on a le blanc de la neige, les chemises simples des jeunes filles couplées au noir des vêtements des habitants et chamans, de la fumée, de l'eau du lac et du dragon, et au rouge des baies sur lesquelles les filles doivent marcher pour se rendre à leur barque rituelle. On est dans les toutes premières minutes et vous sentez déjà que symboliquement on y est allé à fond, en nous précisant en même temps, avec la voix off d'un narrateur pas encore identifié, sous la forme d'un théâtre d'ombre, forcé que les Chinois allaient apprécier, qu'on est en train de nous raconter une histoire, dans un lieu et un temps pas précisé, d'une tradition où les habitants d'un village donnent leur bien le plus précieux au ciel, soit leur plus belle jeune fille, pour être livrée et emportée par un dragon qui, du coup, on imagine, épargne en retour ses habitants. Pause déjà parce que visuellement et narrativement, on peut déjà dire beaucoup de choses. Au visuel, n'allons pas nous leurrer, c'est Game of Thrones avec un début où des pas dans la neige finissent par révéler un dessin de type land art. Alors certes, pas avec des cadavres, mais vous sentez bien que l'obsession des zombies de Game of Thrones est passée par là. Mais oui, c'est aussi Blanche-Neige, comme je l'ai déjà dit, puisque la symbolique des couleurs va avec la symbolique de la perte de l'enfance, du passage à l'état de femme, accouchement, défloration, et on est dans le cadre d'un mariage rituel. Et c'est aussi Thésée et le Minotaure avec ces jeunes gens livrés en tribu à un monstre. Enfin, se plaque en plus du jeu des couleurs tout un tas de symboliques sur les cycles, fait d'être placés sur des barques qui du coup font fusionner naissance, ventre maternel berceau, maturité, mariage perte de la virginité, et mort, le fait qu'elle soit livrée pour être tuée, la forme de la barque comme un cercueil, le fait d'être attachée comme des momies. Le tout à l'intérieur de la forme ronde d'un lac, c'est chargé, je vous dis, car la mort de ces jeunes filles, c'est la vie du monstre et des habitants, la mort est une renaissance, et vous verrez à quel point dans la suite de l'histoire, là aussi on n'est pas déçu, et c'est du solide narrativement parlant. Bon, et puis il y a le théâtre d'ombre et la mise en place de la binarité et des contraires qui, loin de s'opposer, mais j'ambitionne un épisode particulier un de ces jours sur ce sujet, se complémentent et se nourrissent l'un de l'autre, comme là dans ce que j'ai évoqué de la vie et de la mort, et tu la sens venir la leçon de la force sur Acto, hein, tu devrais la sentir venir. Pas de théâtre d'ombre, d'ailleurs wink wink, pas de cinéma, et donc pas d'histoire du tout si l'ombre et la lumière ne coexistent pas. Pas de vie sans la mort. Plus important encore, ce qui va lancer cette intrigue, c'est une histoire d'amour. Alors je sais, l'amour c'est caca pour plein de monde, mais jamais surdécalé. Car le rituel, on le répétait cycliquement, chiffre 3 je rappelle, depuis on imagine des temps immémoriaux, sans variation. Jusqu'au jour où, au début de l'histoire, un homme n'accepte pas que sa chérie lui soit enlevée et emportée par le dragon. Le dit la légende et le théâtre d'ombre, il entreprend donc, tel tous les valeureux héros,
d'aller chercher sa chérie dans l'antre de la bête, protégée par une espèce de barrière magique à la Wonder Woman, on a envie de dire, mais également très forêt magique Belle et la Bête, et qui ne peut être découverte que par la force de l'amour qui unit les deux amants. Il parvient jusqu'à l'île de Dragon donc, mais trop tard, sa chérie étant déjà morte. Néanmoins, il tue la bête, gagnant un statut mythique et mettant pour le coup fin au rituel définitivement. 2 générations plus tard, ce qui semble un chouïa rapide à mon avis, on découvre un village qui a prospéré et fait un upgrade majeur vers le Lake Town du Hobbit. Gardez bien la forme ronde en tête tout de même, le motif se répète. Le jour du mariage de la fille du ponte local, une princesse donc, qui doit convoler en juste noces avec le petit-fils du tueur de dragons, qui apparemment a refait sa vie très bien après son action héroïque. On est en full slave du côté de la dame, ce qui est normal somme toute, et donne des costumes magnifiques. J'avais la Lucie de Dracula en tête, mais j'aurai l'occasion de reparler des costumes. Comme dans la plupart des sociétés humaines qui conservent des traditions performatives sans la substance derrière, pensez au lapin de Pâques par exemple, la ville en fait a décidé de marier sa plus belle au descendant du plus valeureux en mode reconstitution de l'ancien rituel, mais en plus stylé, et donc la jeune fille, plus richement vêtue que la simple chemise des pauvres nanas droguées et livrées contre leur gré à la bête, monte confiante et volontaire dans son canot sous les vivas de la foule et dans une joyeuse ambiance. Là aussi, pause. Excellente introduction en quelques instants du personnage. La jeune femme est naïve et un brin capricieuse, mais pas non plus une nunuche ou une totale demoiselle en détresse. Oui, elle est présentée comme une enfant dans une chambre pleine de jouets, mais en fait, ces jouets montrent sa curiosité, son intelligence et sa débrouillardise, car elles ont tous été bricolées par ses soins, et on a en fait tout un tas d'œufs de Pâques pour la suite de l'histoire. Une bestiole qui ressemble à celle qu'on verra sur l'île, le bateau, une machine volante, et surtout le dragon qu'elle est en train de fabriquer et qu'elle déplore ne pas savoir faire voler. On a aussi le fait que sa longue tresse coiffée pour l'occasion, et il y aura une corde dans le rituel, soit vécue comme problématique, dans le même temps où sa sœur lui reproche de ne pas prendre au sérieux le mariage et le fait d'épouser un homme qu'elle n'aime pas vraiment, comme si tout ça était un jeu d'enfant. Là aussi, c'est dense. J'ai parlé de contraste et c'est également présent dans les 2 scènes qui se succèdent. L'une était dans les tonalités froides et dans les larmes, alors que la deuxième est toute dans les tonalités chaudes avec une foule joyeuse. Et puis c'est la rupture, au moment où la jeune femme s'apprêtait à sortir dans la lumière, rappelez-vous naissance et mort, et on la retrouve ballottée dans les airs, toute dépenaillée avant d'être jetée on ne sait où dans un cul de basse-fosse par un dragon. Comme la jeune femme, on est quelque peu désorienté. Choquée, un peu malmenée mais globalement indemne, la jeune femme passe en mode survivaliste mais tombe sur une créature proche du aïe et de celle qu'elle avait fabriquée et qui semble vouloir l'attaquer. Prête à en découdre parce que c'est pas une quiche, elle entend alors une voix d'homme qui lui conseille de se montrer au contraire soumise face à la bestiole et qui va en effet l'épargner. Notre héroïne croit avoir trouvé un compagnon d'infortune comme elle, lui aussi prisonnier du dragon, et commence à discuter avec lui tandis qu'il l'observe à travers une fente du mur et lui lance qu'il est impossible d'échapper au dragon. Flashback sur le moment où la jeune femme sortait de l'ombre, et bien que ça reste chatoyant et joyeux, on voit bien que les couleurs froides se remettent à dominer. Arrivée du fiancé Igor, alors là clairement on est tellement dans les looks du Hobbit côté garçon avec la bande des nains, plus taurin que Gimli je précise. Le jeu consiste à tirer vers lui avec une ficelle l'embarcation de sa promise. Et là c'est le drame, car la foule se met à entonner, tel le locataire confiant de la sorcière du placard à balai des contes de la rue Mouffetard, la chanson rituelle d'appel du dragon, pensant tranquillou qu'il n'y a plus rien à craindre et que c'est tradition. Tradition, c'est Cloug en fait. Pensez bien que ça va foirer et déboule du ciel le dit dragon qui fond sur la jeune fille face à la foule horrifiée et le fiancé dépassé qui merdouille au passage en voulant tirer vers lui l'embarcation de la fille et la fait donc chuter vers une mort certaine si le dragon ne la récupérait pas in extremis. Là aussi, caractérisation très simple, le blondinet se la pète un peu et tout dans la parade et l'apparence, ne réfléchit pas beaucoup, met en danger la fille. Prince Igor n'est pas un ticket gagnant. Le dragon est pas non plus au top, car même s'il a de la gueule, la récupération de sa promise part sur une immersion, même si symboliquement au top en mode baptême et renaissance, une purification en quelque sorte avant qu'elle n'entre dans son univers. Pas non plus d'une grande douceur pour convoyer la proie ni la jeter dans sa prison. Bref, puissant, mais pas très en contrôle. Suite des réjouissances, le prisonnier mystérieux, c'est évidemment le dragon, puisqu'on est sur de la transformation dès qu'il y a non-contrôle des émotions. Imaginez sans problème ce que ça va donner pour un grand jeune homme qui n'a jamais vu de fille avant et qui a l'occasion d'en avoir une à portée de patte avec un perso masculin qui vit sa spécificité dans la plus grande souffrance comme une malédiction familiale et se punit de peur de faire du mal aux gens et qui va donc devoir
devoir lutter entre son dragon intérieur et son désir de se rapprocher de la fille quand même. Voilà, j'achète sans problème. Dégainons notre binarité yin-yang à la truelle, comme on l'aime et comme on s'en lasse pas. En tout cas, moi je ne m'en lasserai jamais. D'un côté donc, une jeune femme aux courbes douces, blonde, associée à l'eau, la maison, la lumière, l'hiver et le blanc. Et de l'autre, un jeune homme aux traits anguleux, brun, associé au feu, le minéral, l'obscurité, l'été et le noir. Jusque-là, tout va bien. Même si on n'est pas tout à fait dans le yin-yang oriental, because, je le rappelle, blanc, lumière, énergie, c'est côté masculin. Et pour le féminin, vous voyez le tableau, c'est le contraire. Mais je dirais que j'approuve. Pourquoi ? Parce que je le rappelle, une vraie binarité yin-yang est au-delà des concepts moraux de type bien et mal. Et les deux côtés sont complémentaires et tous deux nécessaires. Et par ailleurs, pour être un vrai yin-yang et non de la binarité antithétique pure et dure et bien méchante, il faut qu'il y ait du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. Bingo, parce que la fille lumineuse est codée hiver et le garçon taciturne est codé été. Donc altérer quelque peu l'opposition, je suis toujours pour. Pensez qu'on va s'arrêter là dans l'opposition, que nenni. Sur le plan du caractère, elle est optimiste et dynamique, là où il est attentiste et pessimiste. Plus intéressant encore, elle représente la culture et plus particulièrement la science et le progrès, là où lui représente, je te le donne en mille et mille, la nature, l'instinct, le passé, mais aussi l'art, au vu de sa fascination pour les histoires et le théâtre d'ombre, et le fait que, comme tous les reptiles apparemment, ou en tout cas au moins les cobras, il est sensible à la musique. Ça le calme. Et donc, individuellement, ils sont incomplets, et ensemble, ça donne des étincelles. Très jolie par ailleurs. Oh, j'ai oublié de vous parler de leur petit nom. Elle, c'est Mira, ce qui veut dire paix, calme et grâce. Et elle le nomme, première étape vers l'humanité, Arman, ce qui signifie espoir ou souhait, ou rêve, nous dit-on dans la version anglaise. Tout un programme. On a tous les ingrédients d'un bon petit cocktail qu'on va pouvoir siroter tranquillement, soit la trame Belle et la Bête, puisqu'il faut l'amour de la jeune femme pour lui permettre de contrôler ses instincts animaux et accéder à l'humanité. L'amour rédempteur. Bon, on n'est jamais contre les greux de l'instinct animal, c'est clair, surtout dans la perspective d'une opposition à Prince Igor à la Disney entre la bête et Gaston. On sait qu'il y a peut-être plus d'humanité dans celui qui s'en croit dénué que le contraire. Si je résume très succinctement les étapes de l'affaire, Bibiche, en parvenant à se libérer délivrée de sa prison toute seule comme une grande, après s'être coupé les cheveux, symbolique émancipative s'il en est, réalise, que le garçon est le dragon, et en cherchant à le fuir, se casse la gueule du haut du promontoire Pocahontas. Le dragon lui sauve la mise, mais se casse la binette, et au lieu d'en profiter pour l'achever, tant qu'il est dans les vapes, Bibiche a un mouvement de compassion et le tire des os. Les deux commencent à échanger, tandis qu'elle planifie son évasion en tirant de lui toutes les infos qu'elle peut glaner pour un projet Moana, vu que le prince viendra clairement pas la chercher. Logique, comme elle l'aime pas, la magie du plan GPS ne fonctionnera pas. Vous vous doutez que dans le temps passé sur l'île pour deux personnes physiquement intelligentes en âge de se reproduire, les sentiments vont se développer, mais comme Pépère a pas tout à fait la maîtrise de son dragon, Bichette retourne au bercail, retrouve son fiancé et ses pénates et s'apprête donc à reprendre sa vie d'avant, là où elle l'avait laissé. Comme dans Toute Belle et Bête, Bébête s'apprête à se laisser mourir d'amour et se jeter du haut du promontoire Pocahontas, le pipeau à la main. Allons-y à fond, je ne vous épargnerai aucune métaphore scabreuse, mais au moment crucial de la balade en barque, parce qu'apparemment plutôt que de faire simple, ils ont décidé de remettre tout le bordel de rituels en place alors que ça avait clairement foiré la première fois, Bibiche réalise que ça va pas le faire et entonne seule comme une grande, dans une magnifique scène d'ailleurs, la chanson d'appel du dragon. Sera-t-il au rendez-vous ? Bah oui, bien sûr. Et on a une fin magnifique tout plein comme on aurait pu seulement en rêver pour Relo. Et oui, rassurez-vous, ça se boucle sur du chevauchage de dragon. Littéralement. Punaise, ce que ça fait plaisir. Et vous captez du coup mieux le jeu de mots coquin en français. Oui, le dragon en moi, c'est Arman qui le dit, mais pas que, Mira pourrait le dire aussi. Profitons-en pour refaire un point sur les parallèles avec d'autres références que j'avais mentionnées au début, en sachant que certaines vont se recouper forcément puisque pompées les unes sur les autres au niveau des archétypes. Alors je vais pas revenir sur l'évident Belle et la Bête, je l'ai déjà fait, mais bien sûr. L'univers des Mille et une nuits avec une charmeuse qui gagne du temps par ses histoires afin d'endormir la vigilance de son geôlier, le côté Aladdin des voyages dans le ciel sur tapis volant, les robes de sultane chamarrées qu'elle sort des coffres et le nid traitant bédouine qu'elle crée dans la caverne. Alors j'ai pas précisé, mais cette caverne se trouve être le squelette gigantesque d'un ancêtre du garçon, un peu comme les dragons géants mentionnés dans Game of Thrones qui ont progressivement évolué vers des formes de plus en plus rabougries. On a King Kong, un succédané, je le rappelle, de La Belle et la Bête, avec d'ailleurs même une vision subjective de l'enlèvement à la Peter Jackson, mais j'ai beaucoup aussi pensé au
au look de Jessica Lange avec Mira et ses perles. Hadès et Perséphone avec la fille en fleurs unie au prince des ténèbres dans un royaume d'outre-tombe à première vue, mais qui devient un royaume dont elle va goûter les fruits. On a Dracula de Coppola avec le théâtre d'ombre, l'utilisation des costumes en version moins baroque, mais quand même entre la robe de Marie et de Lucie et la robe rouge de Mina lorsque Mira se rapproche du dragon. Je dirais même que cette robe rouge, alliée à la blondeur de la fille, la créature et le ciel de fin avec bisous, m'ont beaucoup fait penser aussi à l'univers de Princess Bride, même si ici le contexte narratif n'est pas extra-diégétique ni à l'époque moderne. Cependant, sachez que c'est bien, comme on le découvre à la fin, une histoire racontée par Arman à sa petite fille, et oui, c'est trop choupi. Par contre, une référence que je n'avais pas du tout venir, je dois dire, c'est quand même celle du lagon bleu. D'abord parce qu'après le paysage slave et la caverne, je n'étais pas du tout préparée à manger du pitaya et des palmiers, et pourtant ce sera le cas. Et vas-y que les deux font mumus sur la plage avec 2 bouts de tissu sur le dos et que d'étranges désirs et rêves leur viennent en tête, que le garçon ne connaît du monde que ce qu'il trouve dans les coffres qui échouent sur sa plage, que ça pêche le poisson à la saguée, et surtout, tiens, qu'il y a sur l'île un hôtel sacrificiel qui fiche les chocottes. Parce que oui, ça s'appelle le rituel dans le roman d'origine, mais en effet, il n'y a pas que le rituel du côté des humains. On pouvait se poser la question de qu'est-ce que le dragon fait de ses fiancés, surtout quand on découvre qu'il peut prendre forme humaine. Réponse, il en a besoin pour se reproduire. Et de quelle manière, me direz-vous? Visez le tableau. Les jeunes femmes sont jetées sur l'autel en question pour être brûlées vives et de leurs cendres va naître un bébé dragon. Le feu du dragon, j'imagine, se mêlant donc au sang des vierges pour donner un nouvel être magique, tous vraisemblablement du sexe mâle. C'est d'ailleurs après la révélation de cette info que Bichette met les voiles et entame sa route du Rhum, quand le type cherche à lui faire peur, travaillé par l'angoisse de ne pas pouvoir se contrôler, puisque chaque fois qu'elle le touche ou entre en contact physiquement avec lui, Pépère se tient plus et se transforme en dragon. Du coup, beaucoup de choses sont bien faites et fonctionnent bien là-dedans. La beauté de certains visuels, la simplicité de l'affaire, les transformations des transformations sont réussies, des moments extrêmement poétiques et mémorables, un érotisme savamment dosé et qui passe très bien en famille car elle se fait souvent dans le sous-entendu, comme lorsque Mira décrit son enlèvement comme leur première fois tous les deux, sortez la tasse de thé, la force d'un symbolisme qui a fait ses preuves dans tous les contes de fées et l'arc des persos qui est une romance parfaitement construite. Ils se libèrent mutuellement, se complètent et deviennent meilleurs l'un grâce à l'autre, finissant, malgré leurs différences initiales, par ne faire plus qu'un, le couple platonicien quasiment dans toute sa splendeur, ce qu'on nous vend normalement derrière toute idée de mariage. Également une réussite pour moi, la construction du film qui embrasse pleinement d'une part son visuel du cercle et chiffre 3, avec répétition et différence dans la mesure où on a bien 3 scènes de mariage rituel, et d'autre part un mouvement ascensionnel qui est celui de l'arc des persos. On part du bas de la dépression, du bas du cul de basse-fosse, pour progressivement s'élever vers la lumière en mode apothéose, comme à la fin de La Belle et la Bête version Cocteau, si vous voulez. Union mystique, disons-le carrément, une ascension, vous vous doutez de ce que je vais dire, bien mieux foutu que dans le dernier Star Wars au titre mensonger. Voilà. C'est placé. Ne jamais perdre une occasion de tirer sur l'ambulance de l'ascension de Skywalker. Ce n'est pas un film parfait non plus, attention. Malheureusement, je ne l'ai pas vu en VO et je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas été super emballée par le doublage en anglais. En sachant qu'on trouve le film doublé en anglais intégralement sur YouTube, je le signale. Autre point moyen, la musique. Alors, ça n'est pas du Howard Shore, pas du John Williams et pas du James Horner. Donc au final, ça donne une bande originale assez cheap avec un passage musique folk raté. Niveau téléfilm, en fait, et que peut-être une toute autre bande originale aurait amené du liant et aurait peut-être élevé toute l'affaire. C'est d'autant plus dommage que je trouve que la chanson d'appel du dragon est très réussie et le moment où la jeune femme lance sa complainte, qui est de l'ordre de la parade amoureuse, extrêmement touchant et presque poignant, alors que la foule la regarde médusée et qu'on se demande si l'appel va rester sans réponse. Autre nuance, l'acteur a des angles qui en font un très bon reptilien et une allure d'Adam Driver affamé d'ailleurs, car je précise que mon fils m'a balancé cette réflexion dès qu'il a vu un bout du garçon dans la caverne, mais il est vrai qu'il manque un chouïa de quelque chose, probablement dû au fait que c'était son premier rôle. Rien de dramatique quand même, parce que les visuels et la force de l'histoire, ainsi que l'alchimie avec sa partenaire féminine, fonctionnent assez bien pour qu'on y croie et qu'on s'y investisse. Les autres persos sont également sous-développés, mais c'est pas forcément un problème pour moi, même si je trouve que papa prend vraiment très très bien l'union de sa fille avec un dragon.
dragon. Et puis un petit bémol, mais très léger, dans le fait qu'on n'est pas vraiment dans un projet de rédemption, ce en quoi je dirais que cela constitue une différence majeure avec Reylo, mais pas des moindres. Car il est vrai que même si Arman est littéralement un monstre, et qu'on a un visuel de l'ordre du démon, le genre de Lucifer romantique, le genre qui s'éprend d'un ange de lumière, c'est un choupinou dans l'absolu, un bébé dragounet. Il n'a tué personne, il ne fait de mal à personne. Alors la rédemption va passer certainement plus facilement pour certains, quoique j'ai envie d'avancer le fait qu'un arc de rédemption, quand t'as rien à rédempter, c'est pas vraiment un arc de rédemption. Donc pour moi ce perso n'a pas un arc de rédemption. N'empêche que pour ceux qui sont mal à l'aise avec des personnages qui ont eux un vrai arc de rédemption, ça leur donne du Reylo soft avec les bulles, mais sans alcool. C'est néanmoins bougrement joli à regarder quand même, en particulier dans l'excellente scène où après avoir été cueilli à sa demande par son dragon, Bichette parvient à le calmer sous sa forme animale alors qu'il s'apprêtait à la jeter sur le barbecue en, attention beauté de la chose, lui administrant un bisou sur le museau et l'assurant de son amour quelle que soit sa forme. Elle l'accepte et l'aime, qu'il soit homme ou dragon. Elle aime aussi sa part d'ombre. Magnifique image de la belle apprivoisant la bête qui vient docilement poser sa tête sur ses genoux. Du coup, autre référence que je vous balance au passage, La Compagnie des loups, où la jeune fille, par ses histoires, parvient à apprivoiser le loup qui prévoyait de la grignoter et devient sa compagne. Alors même si Mira ne se transforme pas en dragon à la fin, on a le même visuel de la belle charmant la bête et la toujours très symbolique tenue rouge de l'affaire qu'on retrouve à la fin du film d'ailleurs. Je vais dire que j'aime beaucoup l'utilisation des costumes et des couleurs dans le film car on a Mira en blanc au début puis qui se cherche sur l'île avec différents costumes et couleurs qui font tantôt d'elle une sultane, une princesse Disney ou une vestale grecque et qui après s'être beaucoup cherché va se trouver en rouge si bien que le visuel final va répondre à celui du début. 3 couleurs, blanc, noir et rouge, qui étaient associés à la douleur, la séparation, la mort, les larmes sur un fond de couleur froide et on les retrouve à la fin dans une tonalité chaude alors que papa est en noir, maman en rouge et bébé en blanc, la trinité, et qu'on a une famille parfaitement unie et heureuse qui vit sa vie peinarde. Les 3 couleurs sont devenues celles de l'amour, de la vie, du bonheur et de la famille. Je pleure en Reylo. I hurt myself today. Les carabines de Tchekhov bien respectées, il y en a plein d'autres, comme par exemple le jouet dragon qui ne pouvait pas voler au début, qu'elle va perfectionner à son retour parce qu'elle est tombée amoureuse d'un dragon et qui lui a appris le vent. Jouet qui se fait piétiner un instant sous la botte d'Igor avant de reprendre majestueusement son envol au moment où le dragon se pointe, comme si son rêve, ses fantasmes, ses désirs cachés, ses espoirs d'avant sa rencontre avec le dragon avaient fini par prendre corps, comme si le dragon était devenu l'incarnation de ses rêves, comme elle est devenue l'incarnation des siens quand il jouait avec son théâtre d'ombre. Une des autres scènes que j'ai appréciées, mais il y en a beaucoup, est la scène Pocahontas où il lui apprend à lire en 1000 couleurs l'air du vent, n'est-ce pas, à l'aide de pétales de fleurs tourbillonnants. Cela m'a rappelé immédiatement le drama chinois The Wolf, sorti en 2020, et va savoir dans quelle mesure le film Dragon a eu en effet une influence sur cette série où un garçon en noir qui avait grandi au milieu des loups fricote avec une délicate jeune fille, dans la douleur jusqu'au bout par contre, et qui a la capacité, comme notre dragon, de montrer le vent à la nana. Enfin, sachant à présent à quel point ce film a été populaire en Chine, mais c'est normal, on a du dragon, du cerf-volant, du rouge et du feu d'artifice, je ne suis pas étonnée d'avoir tout de suite pensé à ce drama, ni non plus adoré l'histoire qui passerait très bien en effet dans un drama chinois. Même si les connaissants, ils nous mettraient des couches de perso et d'intrigues secondaires, ce qui n'est pas du tout le cas ici, où même le deuxième mec est davantage un procédé narratif qu'un véritable antagoniste, là où je verrais nos scénaristes chinois monter tout un pataquès autour de la grande sœur amoureuse en secret d'Igor et où ça cracherait au moins 25 fois du sang pour bien nous montrer tout l'angst de la situation. Je voulais également signaler que par un heureux ou pas hasard est sorti il y a quelques jours la bande-annonce de La Demoiselle et le Dragon, une production Netflix avec Millie Bobby Brown qui est annoncée pour le 8 mars. Alors je pense que je vais en reparler sur la chaîne et pour plein de raisons. Je suis extrêmement méfiante sur le choix conjoint de cette date, je le rappelle, journée des droits de la femme, et des annonces qui sont faites sur les posters qui nous promettent, je meurs à l'intérieur, un anti-conte de fées. Rien que ça suffit à me hérisser le poil tellement, en fait, c'est peu original comme projet les gars depuis un moment. Donc gardez cet épisode en tête parce que je vais sûrement partir sur un diptyque, parce que soit ils veulent vraiment nous faire un projet girl boss anti-conte de fées et est-ce vraiment nécessaire, soit, peut-être
qu'on aura une surprise et qu'en fait ils vont partir complètement à contrario, mais ça m'étonnerait quand même. Est-ce que j'ai tout dit? Probablement pas, mais j'espère vous avoir suffisamment convaincu d'aller réchauffer vos petits cœurs romantiques aux braises de ce dragon russe, même si ce coin du monde, il est vrai, n'a pas bonne presse en ce moment. Je vais guetter les commentaires, merci de laisser un like, de me dire quels sont vos dragons de fiction préférés, en série, film ou roman. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui échouent par hasard sur la chaîne. Abonnez-vous, et si vous êtes tombé sur moi avec ce contenu, vous risquez de trouver sur Décalé d'autres sujets qui pourraient vous convenir, et on se dit à très bientôt.